Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Donc aujourd'hui, il était question d'apport. Il a été d'abord question de la matérialité. Je voudrais simplement, en guise de conclusion, m'interroger sur comment cet apport passe vers l'extérieur. Quel est le rôle et quelle est l'identité des passeurs? Alors, la diffusion à cette époque, comme vous pouvez bien l'imaginer, repose sur deux moyens. L'oralité, donc la transmission orale, et nous avons des témoignages de cette transmission orale, ou le manuscrit. Nous sommes encore à l'âge du manuscrit, et dans le monde musulman, le manuscrit restera le médium de transmission écrite jusqu'au XIXe siècle. On a d'ailleurs vu de nombreuses photos de manuscrits, et on peut se demander, bien sûr, comment est-ce qu'on les obtenait. C'était finalement l'enjeu essentiel pour l'Occident d'avoir des copies de ces œuvres. Et cette quête, elle n'est souvent pas très loin de l'espionnage. Obtenir des livres de possesseurs musulmans n'allait pas de soi. On a un témoignage de Séville au XIIe siècle, dont l'auteur, qui est un monsieur en charge de la régulation des marchés, dit il ne faut pas vendre de livres aux chrétiens, parce qu'après ça, ils s'attribuent le mérite d'être les auteurs des œuvres. Donc vous voyez que le copyright n'existant pas, on avait d'autres solutions. Ça n'est pas un phénomène ancien. À une date plus récente, au début du XIXe siècle, au Caire, un voyageur allemand, Ulrich Seetzen, achetait des livres à un relieur égyptien et passe quelqu'un qui était personne originaire de Jeddah qui dit comment oses-tu vendre des livres à cet homme? Il n'est pas musulman, il ne faut pas lui vendre de livres. Donc l'achat des livres ne va pas de soi, d'autant que, comme je le disais, il y a une part d'espionnage. Jusqu'au XVIIe siècle, par exemple, on achète des livres d'hippiatrie en France, c'est-à-dire les soins qu'on apporte aux chevaux, parce que c'est un sujet militaire. La cavalerie a besoin de savoir comment est-ce qu'on entretient les chevaux, et on veut savoir comment les autres font pour les maintenir en forme. Quand on a obtenu un texte, bien sûr, la difficulté, c'est de le lire, de le comprendre. La meilleure solution, c'est bien sûr d'apprendre l'arabe, et souvent, c'est la solution qui est adoptée par les gens qui sont intéressés par le sujet. Ils apprennent l'arabe, et on pourrait citer des quantités de noms. Je prendrai simplement parce qu'il est au Collège de France, et que il faut parler un petit peu de la maison qui m'abrite. Étienne Hubert, qui était titulaire de la chaire d'arabe au début du XVIIe siècle, avait, comme ça, il était médecin également, avait des livres de médecine qu'il lisait puisqu'il connaissait l'arabe. Alors, bien sûr, tout le monde ne connaît pas l'arabe, et donc on traduit. Et pour traduire, ça n'est pas une chose facile. Les dictionnaires existent, mais ce sont des dictionnaires arabes. Donc il faut connaître l'arabe pour les comprendre. Donc on tourne un petit peu en rond. Il y a bien sûr des lexiques bilingues, mais ils sont limités, peu nombreux. Ce sont donc les traducteurs qui vont avoir ce rôle de diffusion et qui vont souvent travailler en tandem. C'est une chose qu'on oublie parfois, mais c'est l'association de deux personnes, l'une qui connaît très bien l'arabe, l'autre qui connaît le latin, par exemple, qui travaillent ensemble. Chacun, bien sûr, a une idée de ce que fait l'autre, mais c'est une façon de parvenir à comprendre le texte. Le meilleur exemple, c'est bien sûr la première traduction du Coran en latin au XIIe siècle, à l'initiative de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny. On sait donc le nom du traducteur occidental, Robert de Quéton, mais on sait également qu'il y avait à côté de lui un faqih, un savant musulman, qui était là pour l'aider à comprendre le texte et à le traduire. Bon, la traduction n'est pas excellente, mais on a eu comme ça une traduction. C'est dire l'importance des lieux de contact. Cette traduction du Coran, c'est en Espagne, parce qu'en Espagne, il y a une frontière entre le monde musulman et le monde chrétien, et on a donc des contacts qui nécessairement favorisent les échanges, même si la frontière n'est pas forcément facile à traverser. L'Espagne, l'Italie, mais bien sûr le monde musulman lui-même, où il y a encore
pendant un certain temps encore, des communautés, comment dirais-je, non musulmanes, juives ou chrétiennes, qui pratiquent différentes langues, le syriaque, l'hébreu bien sûr, et l'arabe, et qui se trouvent donc avoir aussi un rôle dans ces traductions, puisqu'ils sont, eux, les intermédiaires initiaux entre, par exemple, l'arabe et entre le grec et l'arabe, etc. Donc on a, si vous voulez, toute une chaîne de passeurs qui aident à diffuser les œuvres, avec un succès, bien sûr, un petit peu variable, dans la mesure où, comme on l'a vu, Ibn al-Nafis, c'est un peu une impasse, il faut attendre plus tard pour que la circulation sanguine soit expliquée de manière correcte. C'est une transmission complexe, donc, qui a permis à des idées et à des auteurs de langue arabe de trouver un écho dans le monde européen. Bon, je ne parle pas de plus à l'Orient, mais pour me limiter à l'Europe, leurs idées ont été accueillies en Occident et ont fécondé à leur tour la réflexion et les recherches d'autres auteurs dans des aires géographiques qui, a priori, n'étaient pas arabophones. Merci.